Voilà, c'est reparti. Mon dernier voyage remonte à 2018, on est maintenant en 2021. Et c'est reparti pour les vadrouilles du Gnome. Sauf que on est actuellement toujours en période Covid, comme il est facile de le voir, et beaucoup de pays ont encore leurs frontières de fermées, malheureusement. Donc du coup, moi qui voyage pour l'aventure, où partir quand ce qui nous a fait rêver toute notre vie, c'était les pyramides Inca, c'était le Machu Picchu, c'était Angkor Wat, tout ça je l'ai fait. Bon, moi je devais partir à la base en Namibie et en Afrique du Sud pour vivre l'aventure. Je ne peux pas. Donc la semaine dernière, j'ai décidé de partir en Europe. Et où partir en Europe quand on rêve de tout ça? Et ben il y a une légende en Europe, évidemment. Je pense que vous me voyez venir de très loin. L'Atlantide. Je pars sur les traces de l'Atlantide. Du coup, j'ai relu le texte de Platon qui dit que c'est une île en Atlantique, peu crédible parce qu'à l'époque, c'était vraiment inconnu. Et dans son texte, il parle d'une île qui graignait sur toute la Méditerranée. Donc tous les spécialistes s'accordent à dire que l'Atlantide, si elle existait, est en Méditerranée. Platon parle de culture qui a disparu il y a des milliers d'années, déjà à son époque, donc il y a vraiment très longtemps, et qui avait une adoration pour les taureaux. Une île, une adoration pour les taureaux, avec une civilisation qui a disparu depuis des millénaires. Vous me voyez venir, les amis, nous partons en Crète. Ah, quel super fait de montage. La Crète est connue pour être le berceau de la société minoenne. Celle-ci a connu son âge d'or entre moins 1700 et moins 1500 avant notre ère. Ça nous intéresse parce que ça colle plutôt pas mal à la description que fait Platon de l'Atlantide en moins 360. Le culte du taureau est ici omniprésent avec les voltigeurs, des prêtresses qui sont là partout. C'est vraiment un très grand raffinement de cette culture. Pour rappel, on est quand même 1000 ans avant l'âge d'or grec qui est estimé à moins 400. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc on est plutôt pas mal niveau légende atlante. Ils avaient amassé plus de richesses qu'aucune royale dynastie n'en a possédé ou n'en possédera jamais. L'île fournissait aux arts tous les matériaux dont ils ont besoin. De telles richesses permirent aux rois de l'Atlantide de bâtir une ville unique au monde, avec ses temples, ses palais royaux, ses ports, ses cales et bassins. Les rois qui le recevaient tour à tour en héritage ajoutaient sans cesse à ces embellissements et s'efforçaient de surpasser leurs prédécesseurs, et ils firent tant qu'on ne pouvait voir, sans être stupéfait d'admiration, la grandeur et la beauté de leurs travaux. On lâchait des taureaux dans l'enclos sacré de Poséidon. Les 10 rois y étaient seuls et priaient le dieu de capturer la victime qui lui serait agréable, sans arme de fer. Celui des taureaux qu'ils avaient capturé était sacrifié. Intéressant, c'est que Platon ne connaît pas tout ça. À l'époque, toutes ces ruines n'ont pas encore été découvertes. Du coup, la société minoenne reste encore aujourd'hui d'ailleurs un véritable mystère. On ne connaît même pas le vrai nom de cette culture. On doit le nom à celui qui redécouvre en 1900 les ruines de Knossos, c'est-à-dire Arthur Evans, et non pas Chris Evans, Arthur Evans, donc qui redécouvre tout ça, et c'est lui qui donne le nom de minoen à cette culture. Par contre, il a un peu fait à sa sauce. Par exemple, derrière moi, cette sculpture extrêmement connue, ce bas-relief, représenterait un roi. Sauf qu'on sait maintenant, grâce aux scientifiques, qu'en fait, c'est un assemblage de trois œuvres différentes qui ont été créées de toutes pièces. Donc, c'est une vue de l'esprit. La coiffe appartiendrait à une prêtresse, par exemple, et le buste ainsi que la jambe appartiendraient à deux autres bas-reliefs. Donc, vraiment, il a un peu fait n'importe quoi. Alors du coup, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il a appelé ça la culture minoenne. Je vous explique. Beaucoup de touristes. Nous voici donc à Knossos, donc le palais minoen qu'a découvert Sir Arthur Evans. Donc, pourquoi accueillir ce nom de minoen? Je vais l'appeler Arthur, mon petit pote, a découvert ces ruines, qu'on peut le voir là, par exemple, qui sont
extrêmement compliqué. Beaucoup de petites salles, beaucoup d'allers-retours, d'escaliers, vraiment c'est un vrai dédale. Et il n'en fallait pas plus à notre cher Arthur pour se dire, qui dit dédale dit évidemment Minos. Car qui ne connaît pas la légende du roi Minos qui avait fait faire à Dédale un labyrinthe sous son palais. Et c'est exactement ça. Il voit un labyrinthe, il se dit bim, c'est le palais du roi Minos. Et donc, Minos, Minoen, tout simplement. Il n'est pas allé chercher très loin. Maintenant, on est d'accord pour dire que ce palais, qui fait quand même 22 000 mètres carrés, qui est quand même immense, n'a rien à voir avec Minos, ce roi légendaire, qui était, je vous le rappelle, issu du viol d'Europe par Zeus, déguisé, enfin, transformé en cygne. Donc, quel était ce palais? On ne sait pas trop. Les dernières études montrent qu'il s'agissait sans doute plutôt d'un centre religieux économique, plein de petites salles, parce qu'en fait c'était des ouvriers, des artisans qui vivaient ici et qui avaient leurs petites boutiques dans des lieux communs. En réalité, on n'a jamais trouvé de tombe en Crète, de tombe royale. On ne sait même pas s'il y avait des rois, et on a tendance à penser maintenant qu'il s'agissait plutôt d'une bande de hippies, d'une bande de communistes qui vivaient vraiment en communauté. Les prêtresses qui semblent gouverner complètement cette culture, dont on retrouve la trace. La fameuse salle du trône qu'on voit là-haut n'était pas celle d'un roi, mais plutôt celle d'une prêtresse. Toutes les reconstructions qu'on voit derrière ont été faites par Evans dans les années 1900, très vite après avoir découvert. Et il a fait n'importe quoi, clairement, c'est du béton armé. Donc on est en train de rénover les rénovations. Donc beaucoup de mystères. Alors quel est le rapport avec l'Atlantide, me direz-vous? On en revient toujours à la légende que raconte Platon en moins 360, qui semble quand même avoir beaucoup de points communs avec cette culture. Donc du coup, moi je vais continuer de me perdre dans ce dédale, en essayant de voir si je tombe sur le Minotaure ou sur le fil d'Ariane, on ne sait pas. Et je vais poursuivre mes recherches parce que cette ville a été abandonnée aux alentours de moins 1300 après avoir été conquise. Apparemment, les Minoens, eux, sont partis. Enfin, la société minoenne aurait disparu aux alentours de moins 1500. Bon, Knossos, c'est sympa, mais bon, ça n'a pas été enseveli ni englouti. Visiblement, c'est beaucoup trop dans les terres. Même si on sait que son port a été détruit plusieurs fois, je suis donc allé vers la troisième plus grosse ville minoenne de l'époque, de l'âge d'or. Elle fait à peu près 7500 mètres carrés. Et elle a connu son âge d'or en même temps que Knossos. Je suis à Malia. Alors évidemment, on ne connaît pas son nom minoen. Et c'est assez impressionnant, on a toujours ce même système de cours, de dédale. Mais on n'est toujours pas chez Minos. Apparemment, d'après la légende, c'est le frère cadet de Minos qui régnait ici. C'est compliqué, qui régnait ici. La question de savoir comment et pourquoi la cité a été abandonnée, une fois de plus, on ne sait pas trop. On sait qu'elle a été effectivement détruite plusieurs fois, notamment une fois en moins 1700. Et par le feu apparemment, et une autre fois en moins 1450-1500, qui correspond à la fin de l'âge d'or. Comme quoi il y aurait bien eu un truc en moins 1500 qui aurait causé la fin de la culture minoenne, en tout cas la fin de son âge d'or. La grande question étant, qu'est-ce qui a provoqué ça? Ici on est plus proche de la mer, on est donc à 500 mètres à peu près de la plage, coincé entre la plage et la montagne. Cependant, on ne trouve pas trop de traces qui pourraient montrer par exemple un tsunami ou une éruption ou quelque chose qui pourrait correspondre à la légende de l'Atlantide. Donc du coup, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais je continue mes recherches. Je suis à Oulanda, un peu plus à l'est de Malia, où je suis en train d'attraper un coup de soleil, donc je me fais vite. Je suis allé à Oulanda parce que cette ville minoenne a été intégralement engloutie. Bon bah du coup pas de traces, malheureusement, donc voilà, je suis venu ici pour rien. Au revoir. Non, bien sûr que non. En fait, avec cette histoire d'engloutissement, je me suis renseigné sur la question et il s'avère que dès 2009, on a découvert à Palecastro, encore plus à l'est d'ici, des traces d'un tsunami assez incroyable, jusqu'à 15 mètres de haut, 800 km de vitesse, donc un immeuble de 4 étages qui vous arrive dessus, tout va très bien. On a retrouvé en 2021, j'ai découvert ça hier,
des traces de ce même tsunami à Malia, où j'étais donc il n'y a pas longtemps. Et ça serait la même qui a également détruit le port d'Héraklion. Donc ça fait Héraklion, Malia, ici Ouganda, et encore plus à l'est, Palais Castro, détruit par une même vague, par un même tsunami, à la même époque, vers moins 1500, moins 1600. On parle d'un truc vraiment gigantesque, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a retrouvé des traces de ce tsunami jusqu'en Israël et en Égypte, c'est-à-dire à 900 km d'ici. On est quelque chose d'extrêmement impressionnant. La vague a pu pénétrer jusqu'à 200 mètres à l'intérieur des terres, et ce, dans quasiment tout le bassin méditerranéen, détruisant toutes les villes côtières. On est sur un gros truc. Je vais essayer d'en savoir plus sur cette histoire, d'aller encore plus à l'est, parce que j'aimerais bien avoir plus d'infos sur ce tsunami. Parce que là, je pense qu'avec cette société minoenne qui a disparu, dont la description ressemble énormément à ce que fait Platon de l'Atlantide, dont une partie des villes a été engloutie, je pense qu'on est pas mal. Donc du coup, on continue les recherches. Petite pause dans ma quête Atlante. On est ici à l'île de Spinalonga. C'est une île qui fut une des dernières léproseries d'Europe. En fait, à la base, c'était un fort vénitien, en 1903, je crois, que c'est devenu une léproserie. Donc tous les lépreux de Crète étaient parqués ici. On y allait, mais on n'en revenait absolument jamais. Ça a été le cas, elle a fermé qu'en 1957, lorsque un médicament a été mis en vente. L'île a compté jusqu'à 300-400 personnes. Ce qui est surprenant, c'est entre 1904 et 1920, on a dénombré pas moins de 39 naissances sur cette île. Donc on est sur une île composée exclusivement de lépreux, du coiffeur au boulanger en passant par le prêtre, que des lépreux, et des naissances. Vraiment très étrange comme visite. Dans cette ville en ruine qui est posée sur un caillou, c'est vraiment surprenant. Mais bref, ça n'existait pas à l'époque minoenne, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse actuellement. Je vais donc arrêter et repartir sur les traces de mon Atlantide. Voilà, donc je viens d'arriver à Palais Castro, le jour est en train de se lever. Il va s'agir maintenant de trouver les ruines du palais minoen et surtout du tsunami qui nous intéresse. Mais l'avantage de prendre un bus à 6 h du matin et de s'être levé à 5 h, c'est qu'on a ce genre de moment un peu suspendu. La ville dort encore complètement, à part les chiens et les coqs qui sont en train de faire la fête. Il y a une espèce de quiétude, un silence, à part le vent dans les feuilles. C'est vraiment agréable. C'est vrai qu'on a rarement la chance d'avoir ça. Nous sommes arrivés au palais de Rousseau-Lacos, qui se trouve à côté de Palais Castro. C'est surtout ici qu'on a découvert qu'on a en premier découvert les traces du tsunami qui a détruit. Je ne passerai pas. Sachez-le, parce que moi ça me fait plaisir, la taille moyenne des Minoens était de 1,60 m. Voilà, je me sens grand. Donc le lieu voilà, est surtout important pour les traces de tsunami qui ont été repérées. Je vais donc de ce pas continuer mes recherches et continuer mes vadrouilles pour trouver une falaise dans laquelle on peut voir très clairement les strates de sédiments que l'on trouve dans la région.
la plage de Monte-Castro, j'ai fini par trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire une falaise. Parce que apparemment c'est ici que c'est le plus simple de repérer les... si vous les voyez, ne faites pas attention aux gens nus derrière moi. C'est très simple, les géologues qui s'y connaissent évidemment, de voir parmi la sédimentation des strates. On retrouve dans ces strates des traces de poterie, mais aussi d'os d'animaux. On y trouve aussi toute une couche de cendres jusqu'à 10 cm. Apparemment ça fait une trace blanche, évidemment moi je ne vois rien. Moi ce que je vous propose c'est que apparemment c'est assez simple de trouver des poteries, des trucs, les chercher là-bas, et puis quand les gens sont mis tout nus je suis parti. Donc je vais changer d'endroit, hein, voilà, genre je vais tester là. Est-ce que c'est bien calme? Je sais pas ce que je fais avec là. Voilà, parce que on est remonté un petit peu si on va avoir... si on va avoir de la chance. Alors... j'ai pas du tout, évidemment, les bonnes chaussures. Peut-être là, ce sera plus stable. Clac, clac. Oula. Je vais mourir peut-être. Ah, attendez, je crois que j'ai vu un os. On dirait un os à moelle. Oula, oula, oula. Stabilise-toi. Fais l'effort. Ah. Oh bordel. Ah bah c'est pas un os. Ah putain, je me casse les doigts. Est-ce que je vais trouver de la poterie qui a 3000 ans? Peut-être, je ne sais pas. Si c'est le cas, on va dire que oui, peut-être. Si c'est le cas, effectivement, ça c'est simple de trouver de la poterie de Noël. It belongs in a museum. Très bien. Bon, sur ce, voilà. Bref, on sait que toute la côte, voilà, on va reprendre les esprits. Oui, du coup je sais qu'avec tous les palais que j'ai vus, minoens, que la rive au nord du pays a été dévastée. Maintenant, pour que ça colle avec l'Atlantide, il faut que toute l'île ait été dévastée par un tsunami. Je vais donc retourner plutôt à l'ouest et surtout sur la côte sud pour voir ce qu'il en est des ruines minoennes de ce côté-là de l'île, parce que évidemment s'ils ont aussi été détruits par un tsunami, bah, ça veut dire que l'île entière a été submergée par l'eau, donc du coup, et les tremblements de terre, et plus là les débris